2020 sera une année fondamentale dans la question des relations entre l'Europe et l'Afrique, pour la bonne et simple raison que la France va accueillir le sommet des chefs d'État Afrique-France 2020, avec comme thématique majeure la question des vies durables. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que la secrétaire générale du sommet Afrique-France 2020, Stéphanie Rivoal, qui est la grande ordonnatrice de cette manifestation, devait être là aujourd'hui pour participer à ce panel. Et c'était un moment attendu. On a été rattrapé par la grève. Voilà, la grève a fait une victime. Vous êtes tous là, mais il y a une victime. C'était la secrétaire générale du sommet des chefs d'État, Stéphanie Rivoal. Donc malheureusement, elle est excusée. Mais nous sommes nous sommes avec elle, nous pensons à elle, et elle est vraiment désolée de ne pas être avec nous, et elle nous transmet ses pensées. Et malheureusement, elle a été victime de cette logistique qu'on n'a pas pu anticiper parce que cette grève est trop massive et ça n'a pas pu se faire. Mais en tout cas, le panel qui va suivre va permettre de mettre en lumière les acteurs de premier plan qui s'engagent sur la question de la vie durable, qui sont déjà dans la construction de la préfiguration de ce que peut être au cœur des débats du sommet des chefs d'État. Et le Africa Urban Lab, qui est porté par l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, qui est vraiment au cœur de cette thématique ici sur le territoire, sur l'émergence des vies durables en Afrique et en Méditerranée, comment réinventer les modèles à l'horizon 2030, et déjà co-construire les nouveaux paradigmes de la vie durable et les idées que nous transmettrons, et ça, Stéphanie nous l'a dit, nous transmettrons les idées à Stéphanie Rivoal pour que ça puisse nourrir la réflexion des débats du sommet des chefs d'État de Bordeaux. Et pour cela, je vous demande d'applaudir et d'accueillir nos panélistes, Monsieur Hugues Parent, président directeur général d'Euroméditerranée, qui est à l'initiative du concours Made Innovant Africa. C'est la première fois qu'Euroméditerranée récompense et accompagne des startups méditerranéennes et africaines pour les accompagner sur le périmètre d'Euroméditerranée. Et à 14h50, le prix Made Innovant Africa sera remis. Soyez là, soyez présents, parce que ce sera un grand temps fort, c'est une grande première, c'est la première fois que Euroméditerranée joue ce rôle entre l'Europe et l'Afrique. Merci Hugues Parent, on l'applaudit à nouveau. Et Samir, est-ce que je peux t'interrompre? Je suis là, est-ce que je peux t'interrompre et prendre ton relais? Oui, je fais juste monter les gens sur scène. Non, justement, précisément. Je voulais qu'on puisse discuter avec précisément Hugues Parent. Bonjour. Alors, je vous demande d'accueillir Paul Molga, qui est le journaliste des Échos et qui prend le relais. Merci, Paul. Merci à toi. Je vous en prie, asseyez-vous. Bonjour, donc je me présente Paul Molga. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette table ronde Africa Urban Lab. La question, effectivement, des villes est essentielle, comme vous le savez, en Afrique. J'aimerais contextualiser, c'est pour ça que je prenais la parole à Samir, excuse-moi encore. Je voulais contextualiser ce débat. Quand la techno marche, voilà. Avec quelques mots, pardonnez-moi. Ça marche mieux chez vous, la tech? Avec quelques mots donc sur cette ville qu'on veut plus durable, plus accueillante pour l'Afrique et la Méditerranée. Voilà un des grands défis de la démographie du XXIe siècle. D'ici 2100, la population de l'Afrique pourrait presque tripler, passant de 1,3 à 4,3 milliards d'habitants. À ce moment-là, plus d'un homme sur 3 vivra précisément sur le continent africain, et la plupart dans les villes. Comment les loger? Comment organiser leur mobilité, leur bien-être, protéger la santé de tous, gérer la propreté, l'alimentation en eau, l'assainissement, l'énergie pour tous et pour le fonctionnement de la ville, réduire les pollutions.
Voilà toutes les questions qui préoccupent bien évidemment autant que le constat actuel, en particulier en ce qui concerne la circulation. Aujourd'hui, des millions d'euros sont perdus précisément dans les embouteillages et s'évaporent parce qu'avec l'augmentation de la classe moyenne, eh bien, le parc de véhicules explose. Il a par exemple triplé en 20 ans en Côte d'Ivoire. Partout, c'est un risque de thrombose qui menace, un mot que vous aimez bien, Hugues Parent, un risque de thrombose. À Nairobi, par exemple, les difficultés de circulation coûteraient plus de 1 milliard de dollars de productivité chaque année. Et puis à Accra, qu'on surnomme donc la ville du go slow, les problèmes de circulation feraient perdre quelque chose comme 8% du PIB au Ghana. C'est donc énorme. Et ce constat d'engorgement se décline pratiquement dans toutes les métropoles africaines et mobilise à la fois les pouvoirs publics, les sociétés et les acteurs privés pour repenser précisément la ville. Alors on peut parler de Innovation City au Rwanda, on va parler tout à l'heure de Seme City au Bénin, de Hope City au Ghana, de la Silicon Savannah en Égypte. Comme en Occident, ce nombre de smart cities explose. Lui aussi, il y aurait 15 pays qui auraient initié chez eux des smart cities. Et la plupart du temps, souvent easy tech, low cost, mais pas que. Et c'est donc une chance pour de nombreuses startups, il y en a beaucoup ici, de travailler sur des solutions durables pour la ville de demain. C'est également une chance pour l'économie locale. Alors j'ai repéré, pour illustrer ce propos, cet exemple à Nairobi de cet Uber écologique, Nopia Ride, qui repose à 100% sur des véhicules électriques et dont le modèle a permis de faire basculer finalement les économies de carburant et de CO2 vers les services et en payant les chauffeurs de ces véhicules électriques entre 30 et 50% de plus que les conducteurs de véhicules thermiques. Ça marche tellement bien que d'ici 2021, le Kenya, où se mène cette expérience, devrait disposer d'une flotte de plus de 1500 véhicules électriques. Alors pour approfondir ce sujet, qui ne se limite pas simplement à la circulation, comme on vient de le dire là, et voir comment donc l'Europe et l'Afrique, qui sont confrontées aux mêmes défis, peuvent s'enrichir de leur expérience réciproque, comment ces viviers peuvent réfléchir ensemble, échanger et saisir des opportunités de coopération sur l'urbanisme du Sud et des innovations numériques au service de l'inclusion et du progrès social. Eh bien, j'ai l'honneur et donc le plaisir de réintroduire Hugues Parent, que vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. Hugues Parent est donc directeur d'Euroméditerranée. C'est ce qu'on appelle en France un serviteur de l'État, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup dans la fonction publique, préfet dans plusieurs départements, préfet également en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et puis directeur général de l'établissement public d'aménagement La Défense, et depuis 2017 maintenant celui d'Euroméditerranée. La première question, elle va précisément vers ce lien avec l'Afrique. En quoi la ville est importante pour l'Afrique? En quoi la tech est importante pour la ville en Afrique? Je pense que vous avez déjà donné quelques éléments. Ça, c'est une réalité. En 2050, un quart de la population sera africaine, ce qui veut dire que ça en fera le continent le plus peuplé de tous les continents qui sont autour de nous. Deuxièmement, sur ces 2,4 milliards d'Africains, 1,6 milliard vivront dans les villes. Ça veut dire des villes à 50 millions d'habitants pour ce qui concerne, par exemple, Lagos. Ça veut dire aussi des villes autour de 20 millions d'habitants pour ce qui concerne aujourd'hui les mégalopoles en création. On voit bien que l'Afrique sera donc caractérisée, à la différence de l'Europe ou d'autres continents, par une urbanisation accélérée, double effet d'ailleurs, accélération par la démographie qui existe déjà et qui fait que les villes sont de cette taille-là, mais un effet qu'on ne connaît pas encore très bien, mais dont on mesure qu'il peut avoir des conséquences terribles, c'est-à-dire d'un exode rural dans les villes par l'assèchement d'un certain nombre de zones qui sont des zones très critiques déjà.
Donc ce fait urbain, c'est l'un des éléments principaux qu'il faut prendre en compte pour l'avenir, non seulement de l'Afrique, mais pour l'avenir des relations entre l'Afrique et les continents qui l'entourent. À partir de là, pourquoi avons-nous souhaité que ce thème soit abordé à Emerging Valley? Ça fait la 3e année que nous sommes des partenaires très actifs d'Emerging Valley. La première année, on a pris conscience, et on a pris conscience de ce que vous représentez tous ici. Et on s'est dit qu'on travaillait déjà sur les usages de la ville depuis des années, et que vous aviez, vous, les solutions qu'on était en train d'expertiser sur notre propre projet. Donc on a commencé à se dire que la tech et l'urbanisation africaine, c'était sans doute quelque chose qu'il fallait d'abord rapprocher, il fallait peut-être donner conscience à tous ces créateurs, à tous ces entrepreneurs, à tous ces investisseurs de ce que la poche de productivité, si j'ose dire, la valeur, elle est chez vous. J'ai vu beaucoup de start-upers qui venaient ici pour essayer de trouver des débouchés sur l'Europe. Mais la réalité, c'est que les débouchés, ils sont absolument considérables sur la construction de la ville. Or, nous, à Euroméditerranée, nous projetons une ville dans un milieu qui est un milieu très atypique. Ça ne ressemble pas à Bordeaux et à Lille, Marseille, avec une sociologie, avec une climatologie, avec des éléments naturels qui font qu'on a testé des choses qui sont non pas applicables à l'Afrique, mais qui prouvent qu'un certain nombre de concepts d'intégration, notamment massive, de tout ce qui relève de l'économie numérique et de la technologie, est sans doute la clé de la solution face aux problèmes qui, sans doute, va mobiliser toute l'Afrique, mais aussi tous ceux qui sont autour de l'Afrique, parce que c'est très dangereux d'avoir une forme de chaos urbain en essence sans vouloir le réguler. On ne pourra le réguler qu'à travers l'usage de la tech. On fait déjà ça sur Marseille. On sait ce qui va se produire dans les 10 ans qui viennent dans l'intégration de la tech à la question de la ville. C'est évidemment encore plus prégnant et plus fort sur l'intégration de la tech à la question de la ville durable africaine. Dès lors, notre seul message, c'est la raison pour laquelle on voulait cette table ronde, c'est d'essayer de vous prouver les uns et les autres que votre monde est très éloigné de la création de la question de l'aménagement urbain, de la question des décisions de créer telle ou telle partie de ville dans les mégalopoles qui existent déjà. Intéressez-vous à ça. C'est là que réside la valeur que vous pouvez créer, sans doute beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que vous recherchez sur des marchés européens ou américains. C'est là que ça se passe. Et il serait préférable, je dirais même que nous sommes absolument convaincus, c'est pour ça qu'on le fait. Non seulement il est préférable, mais c'est une indication apportée par le président Macron à Bamako, il serait préférable que ça se passe avec les porteurs de l'économie numérique africains. Au moins on est sûr que la richesse restera là-bas et qu'elle se développera. Si vous n'y prenez garde, ça sera fait par d'autres. Donc je pense qu'il faut absolument, si nous pouvons y aider, et on va peut-être développer ça, si nous pouvons vous y aider, faire en sorte que votre regard se tourne, qu'on vous aide à prendre conscience, ça s'appelle l'acculturation, de ce que représente la ville de demain et de la place absolument indispensable qu'il faut que vous y preniez. Avant de rentrer effectivement dans le concret, on a parlé tout à l'heure dans la précédente table ronde de vision. Comment on crée une vision précisément urbaine, une vision pour la ville de demain ? Je pense que tous ceux qui viendront débattre dans la table ronde qui va suivre parleront de la même chose, c'est-à-dire Smart City ou pas Smart City. Le choix n'existe pas. Demain, les cities seront smart. Ou elles n'existeront pas, ou elles seront des chaos. Mais quand on parle de Smart City, on pense à Singapour, on pense à des... Bon, il y a aussi qu'est-ce qu'on met derrière ce mot, smart, d'intelligence ? Bon, oui, mais justement, ça s'appelle l'intelligence. Donc nous, on a une perception à Marseille de la Smart City complètement différente. La Smart City, c'est une ville qui est, je dirais, smart thinking et smart doing. Pourquoi smart thinking ? Parce que s'il n'y a pas un aménageur qui engage une vision, qui rassemble tous les décideurs politiques, entrepreneuriaux et autres, autour d'une vision sur un temps long et sur un grand paysage, vous n'aurez que des objets posés les uns à côté des autres, et même avec l'aide des technologies que vous représenterez, ça ne fera pas une ville. Et on voit en Afrique, comme en Europe d'ailleurs, on a commis en Europe d'énormes erreurs dans les années 60, on va en commettre en Afrique exactement les mêmes, c'est-à-dire une absence de vision aménageuse. L'aménagement, c'est la différence avec l'urbanisme, c'est que l'aménagement, il pense aux gens qui vont habiter. Comment on va vivre dans ces villes avant même d'avoir posé le premier immeuble ? C'est ça qui est important. Après, quand on a réussi à faire partager une certaine vision, quand on voit les tendances qui sont naissantes avec des gens qui ont aujourd'hui 25-30 ans, qui auront 40 ou 50 dans 10 ans, ils sont disruptifs dans leur façon de vivre la ville. C'est l'usage de la ville qui leur importe, pas la propriété d'un appartement, de plus en plus. Pas plus que la propriété du vélo ou de la voiture importera dans 5 ans. Donc la question, c'est d'abord en amont, smart thinking, un aménageur ou de l'aménagement, une vision. Et puis smart doing, c'est quoi ?
Eh ben, c'est se dire que pour que les gens vivent correctement, quels sont les outils dont on dispose pour le faire. Et aujourd'hui, ces outils, ça s'appelle 3 choses. Il faut qu'il y ait plus de services, il faut qu'il y ait plus de gens qui puissent y accéder, et il faut que ça coûte moins cher à tout le monde. Il n'y a pas 36 solutions. Ça passe par les solutions numériques. Pour tout, la mobilité, la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie, la responsabilité individuelle, la sociabilité, parce que dans les grandes villes, on le sent en Europe d'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui sont marginalisés. L'économie circulaire, indispensable, une tradition en Afrique, pas souvent, enfin plus en Europe, il faut la rétablir, et ainsi de suite. Tout ça passe par des instruments numériques, que ce soit des instruments de contact ou des instruments qui s'appellent l'IoT. Précisément, vous allez chercher, vous, les startups, à travers cette initiative Made Innovant, dont la première initiative Africa a lieu en ce moment. C'était la 3e session à Marseille qui s'est achevée il y a quelques semaines de ça. Et on repère là des entreprises qui vont participer précisément à la construction de cette ville. Mais alors pas à bâtir des murs, comme vous le dites, mais précisément à construire des ponts et des ponts à travers la tech. Quelques exemples là-dessus et quelques éclairages? Oui, en fait, les concours Made Innovant ont été créés depuis quelques années pour ça, c'est-à-dire apporter des réponses technologiques aux usages de la ville. Le ramassage des ordures, la responsabilité individuelle sur l'énergie, l'économie circulaire, le verdissement, la perméabilisation des sols, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des choses qui sont arrivées parfois à travers Made Innovant. En revanche, pour être logique, on s'est dit, créons déjà une branche africaine de Made Innovant, puisqu'on on participe aussi à l'effort de Marseille pour tendre la main à l'Afrique. Dans notre domaine, c'est l'urbanisation et l'aménagement. Donc, on a fait une section l'an dernier qui était africaine. On a eu tellement de réponses qu'on a décidé de faire un concours Made Innovant Africa. On a eu 130 réponses. On voit apparaître d'ailleurs une Afrique qui est complètement différente. On dit toujours l'Afrique, elle est morcelée, c'est un continent très peuplé, mais il y a 54 pays ou 60, enfin bref, tout ça ne fonctionne pas ensemble. Les Africains eux-mêmes ne sont pas réconciliés avec eux-mêmes, puisque l'Afrique du Nord n'est pas perçue comme étant africaine jusqu'à une époque assez récente. Les personnes qui sont orientées à Alger, à Tunis ou en Égypte étaient orientées plutôt vers la Méditerranée. Donc c'est un monde méditerranéen. C'est devenu aujourd'hui clairement un monde africain, et je dirais un monde vers le reste de l'Afrique. L'Afrique méditerranéenne est partie prenante de l'Afrique, et tous les débats qu'on a entendus sur les différents colloques récents montrent que, y compris les Méditerranéens de l'Afrique, se rendent compte que leur chance, c'est d'avoir l'Afrique derrière. Alors, quant à l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone, c'est une différence qui paraît insurmontable. Nous, on a eu des dossiers dont 20% venaient d'Afrique anglophone. Et aujourd'hui, je pense que là aussi, ces problèmes de la ville que nous connaissons, ils sont inhérents à toute l'Afrique. La jeunesse, elle est dans toute l'Afrique. La dotation en terminaux, elle est dans toute l'Afrique. Et les problèmes de la ville seront dans toute l'Afrique. Donc, nous avons voulu faire ce concours Made Innovant Africa. On a eu 130 réponses. On en a sélectionné 5. Vous aurez la chance tout à l'heure de voir ces finalistes pitcher pendant 2 minutes. Et très sincèrement, je veux dire, on a eu beaucoup de mal à différencier entre les 5, tellement les solutions sont adaptées à la vie quotidienne et répondent exactement à l'objet du concours. On a fait une première édition. On va évidemment aller beaucoup plus fort dans la 2e et les 3e éditions qui vont suivre. On espère continuer à le faire avec Emerging Valley. Merci. J'aimerais que vous nous disiez, mais en très très court, en quoi consiste finalement la construction d'une ville sur la ville, ce que vous faites avec Euromed 2, qui est donc le programme qui va démarrer pour reconfigurer les quartiers nord de Marseille, de façon très brève. D'abord, il faut être conscient de l'endroit où on est. On est, encore une fois, dans un coin très spécial de France. C'est vrai sur le plan, tout le monde le sait, le soleil, le vent, on utilise tout ça, mais ça ne suffit pas. On est aussi dans un milieu sociologique qui est tout à fait particulier, qu'il faut respecter. Donc on construit la ville d'abord à travers ça, notre environnement, le lieu où on est, les gens à qui on s'adresse. Ensuite, on ne peut pas s'exonérer d'une vision qui est partagée par tous et qui prépare la ville de demain. Donc ça prend du temps, c'est énormément de réflexion. À titre d'exemple, on est en phase de vraiment démarrage d'un grand quartier qui fait 250 000 m² au nord de l'opération. J'ai demandé expressément à Bouygues, ce qui est toujours difficile quand on a un partenaire qui est spécialisé dans la construction, de ne jamais produire une seule image. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Jamais produire une seule image avant qu'on soit vraiment d'accord sur l'utilisation du territoire, qu'est-ce que les gens vont y faire et comment on va y vivre. Une fois qu'on est d'accord avec ça, c'est pas difficile de monter des immeubles.
Encore faut-il savoir comment on va vivre dedans et comment on va vivre autour. Et là, on est d'accord sur absolument tous les éléments touchant à la nature. Par exemple, on a beaucoup imperméabilisé les sols, y compris dans Euromed 1. On désimperméabilise absolument tout. Du coup, on reverdit tout. Du coup aussi, on a branché des boucles de thalassothermie qui font qu'on a 70% aujourd'hui sur Euromed, sur 1 million de mètres carrés, 70% d'énergie renouvelable qui aujourd'hui fonctionne. C'est une expérience mondiale. On va pomper de l'eau dans le port et pour 70% de la facture, ad vitam aeternam, les habitants de ces quartiers sont assurés qu'elle n'augmentera que pour la proportion de 30% qui est de l'énergie fossile des échangeurs, et ainsi de suite. Donc c'est d'abord faire partager une vision, c'est ensuite se garder de poser des choses solides alors qu'on n'est pas d'accord sur la façon dont les gens vivent, et ensuite, il ne reste plus qu'à construire et à faire en sorte que, après, c'est le relais du politique et des gestionnaires d'espace. Merci Hugues Parent, vous restez avec nous. Et maintenant, pour ouvrir ce débat au secteur privé, je vous demande d'accueillir donc, nos autres panélistes. Valérie Noël Kodjo Diop. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Valérie Noël est directrice innovation et RSE Afrique, Méditerranée et Outre-mer du groupe Société Générale. Je vous demande d'accueillir également Claude Borna et sa superbe coiffure. CEO de Semecity au Bénin. Je vous demande d'accueillir également Sami Agli. Sami, président du Forum des chefs d'entreprise, et ça se passe en Algérie. Et je vous demande enfin d'accueillir Souad El Ouazani, senior partner chez Deloitte Africa. Claude, j'aimerais commencer parce que, non pas pour la coiffure, mais parce que le sujet va poser le débat. Semecity, c'est quoi au juste? Prenez un... Allô. Ouais. Merci. Semecity, c'est quoi? C'est une question que beaucoup de personnes nous posent. Et d'abord, il faut se poser la question de Semecity, pourquoi? Pourquoi une cité de l'innovation et du savoir qui se veut internationale au Bénin? Et Semecity est parti d'un constat où on s'est rendu compte que les initiatives au niveau de l'éducation, le manque de recherche, l'entrepreneuriat qui peut-être n'arrivait pas à faire le pont entre la recherche, le passage à échelle. On a eu un panel fascinant justement sur ce sujet-là. Il fallait regrouper tout ce beau monde dans un endroit pour permettre justement d'accélérer les initiatives d'innovation, de pouvoir passer à échelle et d'avoir un impact socio-économique. Et c'est de ce constat qu'est partie l'idée de créer au Bénin une cité de l'innovation et du savoir qu'on a appelée Semecity, parce que cette écocité se construit dans une zone périurbaine qui s'appelle Semepoji, qui est à 5 km de la frontière du Nigeria, qui fait donc aussi le lien entre le monde francophone, anglophone en Afrique. Donc Semecity rassemble des centres de formation à la fois professionnels et des offres diplômantes de formation. On a aujourd'hui 4 partenaires. On a Epitech Bénin, qui est donc l'école d'informatique. On a monté avec l'école de design de Nantes, Africa Design School, qui forme donc des étudiants. La première cohorte est sur design numérique, la prochaine sur les villes durables. Donc ça, c'est vraiment un très beau projet. On a avec un chercheur du CEA ici, donc la Commission d'énergie atomique, et avec une docteure formidable de l'université au Bénin, monté un projet qui s'appelle X-Tech Lab, qui permet d'utiliser donc les techniques de rayonnement X et de les appliquer à des projets très concrets, comme par exemple comprendre la morphologie
des matériaux de construction de manière à pouvoir construire des bâtiments avec un confort thermique qui n'est pas celui auquel on est habitué quand on est en Afrique et qu'on vit dans du béton, ce qui n'a aucun sens. Donc voilà le type de projet, le type de formation que vous allez retrouver à CMS-City, mais surtout le pari qu'on a pris, c'est de mettre des écoles, de mettre des centres de recherche, et le quatrième projet, c'est donc l'incubateur. On a un incubateur qu'on a monté avec PwC qui s'appelle Incubima, de les mettre ensemble pour accélérer justement la mise en œuvre de ces projets et avoir un impact dans une écocité en construction. Donc, ce qui est vraiment important aussi, c'est de savoir qu'on se positionne comme un laboratoire à ciel ouvert et qu'on est conscient que monter des solutions innovantes en Afrique aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile et on a besoin de démontrer, on a besoin d'impliquer un grand nombre d'acteurs. Donc nous, on appelle tous ces acteurs-là en leur disant « Venez construire avec nous ». Cette cité, qui est une écocité qui est basée aussi, on a parlé ce matin très rapidement de biomimétisme, qui est basée sur ça, respectons notre environnement naturel, testons, voyons ce qui marche, ce qui ne marche pas, faisons-le ensemble, faisons-le vite, parce qu'on n'a pas le temps et parce que les enjeux s'aggravent, faisons-le ensemble et ensemble on va construire une cité qui a un sens. C'est ça la ville intelligente. J'ai une question. J'ai une question de journaliste économique. On aime bien les chiffres. Comment êtes-vous financé ? Alors, on est sur l'État béninois qui a justement compris l'importance de cette vision-là, catalyse CMS-City. On est donc un démarrage sur la viabilisation et la construction du premier écoquartier est financé en grande partie par l'État béninois, mais on fait appel à non seulement des partenaires techniques et financiers, on a comme partenaire aujourd'hui la Banque mondiale, on a aussi des agences des Nations Unies qui nous aident, le PNUD, le FNUAP, et on a aussi une grosse partie qui est réservée au privé. Et ça donnera quoi ? Bien sûr, et la Société Générale, mais je viendrai sur des exemples très concrets. Ouais. Comment est-ce qu'on travaille avec des partenaires privés comme la Société... Venez-y maintenant, un exemple concret de ces innovations. Il y a 3 semaines, au Bénin, on a lancé un concours d'innovation ouverte. On avait donc fait un appel à co-expérimentation à l'international. On a eu 140 réponses venant de partout. C'est une initiative qu'on a montée en amont justement du sommet 2020 Afrique-France avec la région Hauts-de-France. Et on a eu des réponses qui venaient de tous les pays, de Hong Kong au Burkina, en passant par la Côte d'Ivoire, bien sûr, des Béninois, et aussi de différents acteurs. C'était sur des innovations en énergie renouvelable et en éco-construction. Et on a eu donc des réponses qui venaient de chercheurs, d'entrepreneurs, de centres de recherche, d'entreprises, de grands groupes. On avait Renault, la Société Générale. Et on s'est dit, mais comment on va faire pour faire travailler tout ce beau monde-là ensemble et sortir des co-expérimentations, parce qu'on a dit dès le départ, les solutions portées par un seul acteur seront disqualifiées. Et on a donc recréé dans notre environnement un village africain qu'on a voulu avec des familles regroupées autour de différents thèmes, avec des oracles, avec des guérisseurs, où chacun avait son rôle à jouer dans le village. Et ça a marché. On a eu donc 6 projets qui vont être expérimentés à partir du mois de janvier. Alors je les cite rapidement. Hein. On a un projet d'habitat durable et de transmission des savoirs. C'est comment créer un habitat qui a un sens avec des matériaux locaux, avec des énergies renouvelables, mais surtout mesurer comment est-ce que les populations prennent justement, comprennent les impacts et en tirent les bénéfices. Donc ça, c'est le premier projet. On a un projet de grenier énergétique qui est justement d'utiliser des batteries à haute performance et de les mettre en application pour de la mobilité. On a au Bénin des taxis motos qui peuvent utiliser ça. Donc ça, c'est un deuxième projet.
Le troisième, c'est un projet de biomasse, inventer le métier de vendeur de déchets, qui est toute une intégration donc, de la collecte, du tri, de trouver ceux qui peuvent le racheter, d'avoir un modèle économique autour. Donc ça, c'est le troisième projet. On a également un projet d'un tiers-lieu pour les jeunes qui est construit à base de briques en plastique recyclé et pour lequel il faut des solutions d'énergie renouvelable. Et on a également le projet de la villa de l'innovation Made in Africa, qui est une immersion sur des nouveaux modes de vie où on peut retrouver une centaine d'innovations. C'est un projet qui est venu par une porteuse de projet, la Villa Chamango, qui est à Bordeaux. Mais comment est-ce que dans un concept de mettre justement les utilisateurs au cœur de cette innovation-là, comment est-ce qu'on peut le faire en Afrique et amener l'innovation, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pas l'affaire de chercheurs, c'est pas l'affaire de gens qui ont bac plus 12, c'est l'affaire de tout le monde et comment est-ce que chacun peut comprendre sa contribution dans ce processus. Alors précisément, on parle d'inclusion. Je vous passe la parole à Valérie Noël. L'inclusion, c'est le maître mot précisément de la Société Générale, c'est quand même assez surprenant. Et il y a un mot qui m'a surpris quand on a préparé cette table ronde, c'est que vous parlez dans la banque de parcours bonheur. Oui, absolument. Alors, peut-être, excusez-moi, hein, je suis incorrigible. J'aimerais répondre peut-être aussi un peu à ce que disait Claude. Vous avez dit qu'on peut faire une interaction croisée. Donc, absolument. Ce que je voulais dire, c'est que... mais je reviendrai à ma question quand même. Mais l'approche de laboratoire, parce qu'on considère un peu que Semecity est un laboratoire, c'est une approche totalement, comment dirais-je, et tout de l'innovation, parce qu'on considère, nous aussi banquiers dans nos modèles effectivement qu'on construit, qu'on ne veut pas le faire hors sol. Et je pense, c'est tout, qu'il y a deux mots qui caractérisent complètement l'innovation, c'est ce qu'on appelle la co-création et le co-design. La ville durable, c'est la ville pour le citoyen, par le citoyen. Ouais. Il est hors question, effectivement, de créer des villes complètement artificielles, totalement dénuées de leur substance, en dehors du citoyen, et être très heureux d'avoir fait des choses et tout qui sont très jolies. Donc je pense que c'était très, très important. Et alors, on se positionne donc avec Semecity, parce que c'est très, très important pour nous, comme aussi partenaire, comment dirais-je, et tout, financier pour l'accompagnement et tout de ces jeunes pépites, hein, parce qu'on sait bien que le nerf de la guerre pour les jeunes start-up et tout, c'est effectivement l'accompagnement, hein, pas que l'accompagnement financier aussi, le tutorat, le mentoring, etc. Et donc, c'est une des grosses valeurs de la Société Générale pour développer un tissu industriel que représente, comment dirais-je, et tout le développement durable, hein, qui autant de risques, qui sont autant d'opportunités d'affaires. Donc, la Société Générale également, et tout dans une approche RSE, veut aussi accompagner donc, les entrepreneurs et entrepreneuses. Mais alors, et pour répondre maintenant à votre question, on ne veut pas non l'inclusion. Oui, on ne veut pas se définir seulement comme étant juste des accompagneurs financiers. On sait aujourd'hui que la banque est sujette à un certain nombre de comment dirais-je, d'assauts, je dirais, de la concurrence, qui la poussent à se réinventer, parce qu'on a affaire aujourd'hui à des populations qui consomment la banque, si je puis dire, de manière totalement différente. Donc, on connaît tout le taux de bancarisation en moyenne en Afrique qui est autour de 20%, et la banque dans une croissance inclusive veut absolument, comment dirais-je, et tout élargir son reach, son accès, comment dirais-je, à des populations, comment dirais-je, un petit peu plus effectivement, qui ne sont pas bancarisées. Donc on a développé à la Société Générale donc ce qu'on appelle un wallet, hein, tout ce qui est mobile money, qui s'appelle Yup, qui permet, le téléphone et tout offre une opportunité absolument, donc la technologie, absolument le digital avec le doigt, une opportunité extraordinaire de pouvoir rentrer dans la vie des gens. Tout à l'heure, je parlais à une jeune, parce que c'est la jeunesse hein, qui va construire la ville de demain, je lui demandais c'est quoi pour toi la ville durable. Elle me dit c'est la ville où tout est à portée de main. C'est une jeune Camille, adorable. Et je me suis dit, tiens, c'est une super manière de dire que c'est plus les gens qui vont à la banque, c'est la banque qui va dans l'écosystème, comment dirais-je, et tout, des populations, donc à l'intérieur, au travers du téléphone, quand ils sont équipés effectivement d'un smartphone, mais pas que, feature phone, mais également au travers de réseaux de distribution alternatives. Et il y a une chose aussi dont on parle beaucoup aujourd'hui de la banque et dans sa manière de se réinventer. C'est aujourd'hui un des actifs les plus importants de la banque, c'est la confiance. Et on veut s'instaurer comme un tiers-lieu de confiance où la banque, au travers de plateformes, va vendre du service financier, mais pas que. On veut vendre aussi d'autres services, dont le mobile money est un outil de paiement.
Donc ça permet à la banque de... Alors moi, nous on a fait avec les équipes, on a travaillé en consultation, parce que comme je vous le dis, comme le disait Claude, on est toujours en consultation avec nos end-users. C'est le sujet de ce qu'on appelle la centricité client. On va parler aujourd'hui de citoyenneté client ou de user centricity, où on va à la conquête de nos populations qu'on veut conquérir. Et on a fait un hackathon qui s'appelait l'arbre à palabres. Et ça s'appelait le parcours de vie des acteurs dits de l'informel. C'est pour ça que je parle de parcours bonheur. Et les remontées, en fait c'était drôle parce que c'était mettre en présence, nous on s'est mis un peu en retrait, des jeunes start-up africaines en face de gens de situation de l'économie de l'informel, l'agricultrice, le marchand, le mécanicien, le garagiste, et on leur a demandé autour de l'arbre à palabres, dans la pure tradition africaine, bonjour, comment ça va, c'est quoi les problèmes? Les problèmes dont ils nous ont parlé, ce n'est pas des problèmes financiers, ils ont des structures alternatives, tontines, ils savent faire ça très bien. Ils nous ont parlé, vous savez de quoi? De santé, d'éducation financière. Je me suis dit, waouh! Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens du secteur informel, qui ont toujours un peu une réticence à l'endroit des banques, sont en train de nous pousser à réinventer et à redonner du sens aux banques, qui ont été un peu challengées ces dernières années. Donc, on est en train de vouloir réinvestir, en fait, et redonner du sens à l'action de la banque. Ça, c'est fondamental. Au travers, justement, de la distribution, non seulement de produits financiers, mais pas que. Et un truc qui est très intéressant, on travaille, alors je ne sais pas si je suis en train de dévoiler des secrets d'alcôve, mais on travaille avec, le Fonds mondial, la FAO, pour utiliser nos réseaux de distribution alternatifs. Alors, les modèles de distribution alternatifs, c'est quoi? Pour être plus concret, c'est que, donc, on a la banque en dur, on a des banques, ce qu'on appelle en Afrique du Sud, bank on wheel, donc on a des camions et tout, qui sont itinérants, qui vont à la rencontre du citoyen, où on a, par exemple... Un DAB. Voilà, un DAB, un DAB, mais surtout la petite échoppe du coin, qui est dans l'écosystème des populations qu'on veut conquérir. Ça peut être la Poste, qui peut être aussi un agent YUP, ce qu'on appelle la maison du citoyen, et on peut vendre de la santé, on peut évangéliser les gens, et le Fonds mondial, on travaille avec eux, par exemple, pour les sensibiliser au sujet de la tuberculose, etc., etc. Donc les réseaux de distribution, et c'est ça l'inclusif, alternatifs de la banque, permettent un maillage en profondeur dans les territoires, et nous permet, au-delà de nos sujets financiers, petits crédits, nanocrédits, etc., petits micro-assurants, de faire de la santé, de faire autre chose. Alors, moi, je suis aussi très heureuse de dire qu'on a organisé avec l'équipe, et je la salue, toute l'équipe est là, on a organisé un hackathon, Claude était là, à Casablanca, autour de la ville durable, sur des thématiques, l'agrotech et Bank as a Platform. L'agrotech, c'est important. Dans le sens où, pour éviter effectivement... La ruralité est oui, la importante, ruralité, pour éviter effectivement l'exode rural, moi j'aimerais effectivement maintenir les populations dans les ruralités, autour de l'agriculture, et ne plus faire de l'agriculture des cultures de subsistance, mais des vraies cultures de vie. Vous voyez, donc, et on a eu quelques startups et tout dans l'agritech, et alors il y en a certaines il y en a une qui est présente, donc Clinique Plante, mais on en a eu d'autres, et en fait on veut constituer en fait des plateformes pour offrir des services aux agriculteurs door to door. C'est-à-dire, c'est le fameux parcours bonheur, lui faire de la culture, de la formation pour ses plantes, de la détection, un certain nombre de choses et tout qui sont importantes et tout pour offrir à l'agriculteur un suivi et qui lui permet de rester dans sa ruralité. Ça aussi, c'est penser nos villes. Je pense que c'est très très important. Je vais juste aussi rajouter que deux petites choses. Dans le hackathon, on a aussi une start-up qu'on n'a malheureusement pas, elle n'a pas été victorieuse, mais tout le monde est vainqueur dans les hackathons, et elle va être incubée chez Claude. C'est dans l'économie circulaire, traitement du déchet, parce qu'on voit qu'on peut créer une vraie industrie qui crée de la valeur et tout, de l'économie circulaire, notamment au niveau du déchet. Donc voilà, et ça crée de l'emploi, et ça permet à nos entrepreneurs et entrepreneuses de pouvoir et tout travailler. L'une des startups et tout qu'on a incubées, c'est une startup qui s'appelle Smartbox. C'est pour le sujet de l'adressage et tout en Afrique, de faire des boîtes intelligentes pour pouvoir dispenser effectivement et distribuer un peu dans le cadre de e-commerce et tout, du courrier. Ça c'est super. Et on pourrait utiliser les réseaux de distribution de la banque comme des zones effectivement où on installe nos smartbox. Donc là, ça je pense que c'est aussi intéressant. Donc la banque se repense. Donc il ne faut pas penser à nous, banquiers, seulement comme financiers. Si, ça c'est notre métier de base, j'ai envie de dire, dans l'accompagnement de toutes ces belles opportunités de la ville durable, mais c'est aussi être acteur responsable pour faire des citoyens responsables. Voilà. Vous dites la banque se repense, l'Afrique entière se repense. On mesure aujourd'hui à quel point finalement c'est une chance
toute relative, mais c'est une chance pour l'Afrique d'avoir pu faire un saut technologique en étant dépourvue, en rattrapant son retard en termes d'infrastructure. On a parlé. Pardon. C'est pour moi ou c'est pour mon collègue? On a vu à quel point les infrastructures étaient importantes et le retard. Finalement, l'appel d'air de l'urbanisation croissante, est-ce que ce n'est pas une chance, une nouvelle chance, précisément d'intégrer des nouvelles technologies et de faire un nouveau saut technologique? Peut-être, avant de vous passer la parole, Souad, vous pouvez nous resituer un petit peu, vous m'avez donné un chiffre qui était absolument hallucinant, de précisément les investissements qui sont nécessaires et l'appel d'air que vont générer ces infrastructures. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être ici avec tous les membres du panel. Donc oui, effectivement, vous l'aviez très bien introduit dans votre introduction. Il va y avoir une croissance démographique très forte en Afrique. Selon les perspectives de l'ONU, à peu près 70% de cette croissance sera absorbée par les villes. Et donc, il y a un besoin énorme d'infrastructures. Il y a une étude qui est sortie récemment, qui a été publiée par le Global Infrastructure Hub, et qui a été faite sur 10 villes uniquement, 10 villes africaines, et qui effectivement parle, pour ces 10 villes, pour que ces 10 villes puissent construire les infrastructures d'eau, d'électricité, de gestion des déchets, d'assainissement, etc., on parle d'un besoin d'investissement de 2400 milliards de dollars. Aujourd'hui, ce qui est identifié à date comme engagement, c'est 1400 milliards de dollars. Donc il y a un gap de 1000 milliards de dollars. Et effectivement, aujourd'hui, la majeure partie de ces investissements viennent du public ou des partenaires techniques et financiers des gouvernements, Banque mondiale, Agence française de développement, etc. Demain, même aujourd'hui, on se pose la question de comment combler ce gap et quel rôle le secteur privé peut jouer pour combler justement ce gap. Et pour justement faciliter le rôle du secteur privé, il y a un certain nombre de questions, d'enjeux, de défis à adresser par les villes, par les autorités locales. D'abord, il faut créer le cadre propice, le cadre institutionnel, le cadre de gouvernance propice à cet investissement, au développement de ces investissements. Ensuite, effectivement, il faut travailler avec la société civile et avec notamment des organisations intermédiaires telles que la vôtre, à l'émergence de ces organisations pour qu'elles puissent jouer leur rôle d'intermédiaire et qu'elles puissent faciliter le dialogue et la co-construction dont vous parlez. Et puis, dernier point, effectivement, il faut aller vers la technologie pour justement pour capitaliser sur tout ce que cela apporte. Mais il y a quand même un certain nombre de fondamentaux à adresser, et le principal, c'est la maîtrise de sa croissance, de son aménagement, de son foncier. Que fait Deloitte, finalement, dans cette organisation, dans cette structuration des besoins ? Alors, nous, on fait beaucoup de choses. On a un cabinet de conseil et d'audit. Et effectivement, dans nos activités de conseil, moi, je dirige nos services d'accompagnement des bailleurs de fonds. Donc, nous les accompagnons, tous ces acteurs qui collaborent avec les gouvernements africains pour justement définir et mettre en œuvre des programmes d'aide au développement. Nous les assistons dans la définition et la mise en œuvre de ces programmes. Et donc on travaille bien sûr avec les bailleurs, mais de manière très rapprochée des acteurs tels que CME-City, des gouvernements, des agences publiques, pour justement arriver à définir et à mettre en œuvre ces programmes. Et ça couvre plusieurs domaines, dont les domaines de développement urbain, de zones économiques spéciales, d'aménagement durable, etc. Merci. Samy, précisément, cette ville durable, c'est un appel d'air pour les entreprises, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Déjà, merci pour Emerging Valley de nous rassembler et parler de sujets assez pertinents et d'actualité d'avenir. Les villes durables, bien entendu, aujourd'hui, c'est tendance, mais il ne faut pas que ça reste uniquement tendance. Il ne faut pas faire l'erreur de croire qu'on est la solution qu'on va copier et coller dans l'ensemble des pays. Chaque pays est
a ses propres difficultés et ses propres particularités. Et dans chaque pays, on rentre après dans les régions et dans les départements, si j'ose dire. Juste rappeler quelques chiffres qui donnent quelque part, qui nous poussent à réfléchir d'une manière assez profonde et stratégique à l'avenir de ce que vont être nos villes, parce qu'on est concerné directement ou indirectement et nos populations sont concernées. Aujourd'hui, on parle, et ça c'est des chiffres qui ont été communiqués par l'ONU, 50% de la population mondiale vit dans les villes. 2030, on parle de 60%, ce qui fait, on va grimper encore plus. On parle de 90% de cette croissance qui est faite dans des pays qui sont développés, en voie de développement, émergents, ou pays réellement en voie d'émergence, si j'ose dire. Après, l'Afrique, bien entendu, si on revient aux 20 dernières années, la population urbaine a doublé. De 1995 à 2015, la population est passée de 250 millions à 500 millions. Ça nous donne aussi, ça nous pousse à réfléchir d'une manière assez profonde et assez importante. Les chiffres de l'ONU nous parlent qu'en 2050, l'Afrique arrivera entre 2,4 et 2,5 de milliards d'habitants, dont 60 à 70% de jeunes. Et tout ce flux, tout ce monde-là vit uniquement dans 30% de villes avec des infrastructures capables d'absorber ce monde-là. Ce qui fait qu'il y a 2/3 des infrastructures à construire. Et c'est là que je rejoins Madame avec ses chiffres qui parlent de plusieurs milliers, 2400 milliards d'investissements. Mais c'est énorme. C'est énorme comme chiffre. L'Afrique, bien sûr, c'est des chiffres qui font peur. Mais on doit tous mettre la main dans la main pour aller trouver ces financements. Et aussi, c'est une opportunité aussi. C'est une opportunité de création d'emplois, de création de richesses et création de développer les villes. On ne peut pas aujourd'hui attendre que nous, Africains, on est là à chercher uniquement une solution. Nous devons trouver déjà la solution chez nous. Nous devons déjà nous battre pour chercher nos propres solutions. Et qu'on doit adapter par rapport à l'actualité, par rapport à la pertinence et par rapport surtout au tissu urbain et la particularité des régions. On comprend qu'il va y avoir effectivement beaucoup de ventes, que les premiers bénéficiaires vont être les vendeurs de béton. Mais quels sont les secteurs autres qui vont être sollicités ? C'est transversal. Vous savez, une ville, on achète de tout, du béton effectivement, mais on achète du savoir, on achète du service, on achète des meubles, on achète des transports, on produit des déchets qu'on doit transformer. Je vais parler rapidement de l'Algérie. Moi, j'ai échangé ces 3 jours avec pas mal d'amis où je vois, par exemple, la particularité de l'Algérie. Si je parle d'infrastructure, nous avons une très forte infrastructure. On parle de 150 000 kilomètres de fibre optique installée. On parle de 160 000 réseaux routiers. On parle de 95% de la population qui est connectée à l'électricité. Je pense que la particularité d'un pays comme l'Algérie ou comme un autre pays n'est pas propre. C'est qu'il ne faut pas qu'on connaît la solution qu'on va copier et adapter dans le pays. Chaque pays doit s'adapter par rapport à ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a acquis, à ses acquis, à ce qu'il a réalisé et surtout à ses défis futurs. Aujourd'hui, le gros qu'on doit faire, c'est qu'un Africain, il n'a rien à voir avec d'un citoyen qu'on trouve en Allemagne ou qu'on trouve aux États-Unis. On voit nous, par exemple, en Algérie, on a 114 universités. On est exportateur de diplômés. On est exportateur de diplômés. On a des écoles où nous, acteurs économiques, on n'arrive même pas à recruter là-bas. Ça, c'est des questions qui nous interpellent. Comment allons-nous construire cet avenir ? Et tout ce développement de Smart City, il ne faut pas qu'on devienne l'esclave de l'intelligence artificielle ou la technologie. Tout ce développement doit être central. L'être humain, c'est l'axe central du développement de l'économie. Oui, précisément, moi j'aimerais vous entendre réagir à ça. Une ville ultra connectée, est-ce que ce n'est pas précisément une ville déconnectée de la réalité ? Valérie Noël ? C'est dangereux, oui, c'est dangereux. Je voudrais te répondre aussi, juste un truc sur le sujet des infrastructures. Comme tu le disais très justement, les solutions ne sont pas réplicables partout. Et tu sais, de temps en temps, on se dit que oui, pour les infrastructures, parce que ça aussi, c'est la connectivité, hein, l'infrastructure, le raccordement. On arrive et tout, par exemple, pour les sujets d'électricité, donc dans un certain nombre de pays africains. Et au départ, j'étais un peu gênée par ça. Je me dis, oui, c'est un peu de l'électricité cheap. Non, c'est l'électricité frugale et intelligente.
tous les kits solaires. Donc on travaille justement avec notre wallet. On travaille avec une petite start-up africaine qui s'appelle MyJoule, ou qui déploie aussi un peu de l'entrepreneuriat également, qui construit en fait des kits panneaux solaires et qui crée pour des foyers, c'est ce qu'on appelle le off-grid, donc en dehors du grid, parce que des fois on se dit oui, il faut beaucoup d'argent, parce qu'il faut que le grid soit plus large, rentre plus dans l'inclusivité et tout des pays. Parfois, c'est pas possible. Et parfois, c'est des petites solutions effectivement frugales et intelligentes, et c'est ça aussi la ville intelligente, c'est pouvoir aussi ajuster en fonction de la nécessité, et il y a une flexibilité extraordinaire, une agilité, parce que le kit, alors ça a été effectivement copié un peu sur le modèle et tout kényan qui s'appelle Mkopa, alors on peut donner aux familles soit une cuisinière, comment dirais-je et tout, une lampe, etc. Mais on peut le sizer en fonction du besoin du foyer et ça peut aller. Et il a la capacité avec des petits prélèvements qui sont petits et qui sont abordables, parce que ça aussi c'est affordability, payer effectivement leur électricité. Donc je pense que ça c'est vachement important. Alors pour répondre à ton point de Smart City, ville intelligente, pour répondre à votre point, pardonnez-moi, de ville intelligente, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on disait tous. La ville intelligente, c'est pas la ville désincarnée qui va être une espèce de gadget au milieu du désert. Waouh, on est super content, on a une ville super connectée, mais des gens totalement déshumanisés. Donc je pense que ça c'est fondamental et tout, comme tu le disais très justement, qu'il faut que l'individu soit au cœur effectivement de la cité. En revanche, c'est tout ce que la connectivité peut apporter, parce qu'il y a des sujets de couverture en fait en 3G, 4G, etc., etc. Mais il y a des solutions qui existent sur la 2G. On peut aussi connecter les gens par la 2G. On l'a déjà testé. Il y a des sociétés et tout qui le font. Et ça permet aussi, et c'est très très important, de pouvoir collecter de la data. Sans en avoir peur, parce que la data permet aussi de mieux connaître. On est un peu, nous individus, c'est nous la data. On est des capteurs vivants et nos mouvements et tout permettent et tout un peu de donner une espèce de cartographie de nos villes ou de nos quartiers. Et on peut, sur la base des datas collectées, et l'IA, c'est là où c'est intelligent, parce que c'est au service de l'humain, encore une fois, et pas faire des robots qui vont tous nous déshumaniser, comprendre la ville et comprendre son besoin. En se disant, là par exemple, notre Smartbox avec qui on travaille avec la petite start-up, la camerounaise et tout qu'on incube, il me permet de savoir que dans ce quartier, ils reçoivent beaucoup de je sais pas quoi, etc. Donc ça permet de voir et tout, c'est un quartier qui est plus comme ça. C'est vraiment de la micro-analyse, et c'est de l'accompagnement et tout comme ça. Donc la data pour ça et la connectivité pour ça, oui. Oui, peut-être je vais citer rapidement quelques exemples parce que madame a parlé d'exemples pertinents. Nous, par exemple, depuis 15 ans, il y a eu un programme d'appui à des startups. Justement, toute la commande publique, 20% de cette commande publique devait être réalisée par des startups des étudiants qui créent leur entreprise, dans toute filière confondue, ou 20% de la commande publique. Ça n'a pas été des fois facile parce qu'on ne trouvait même pas des fois qui réalisaient ça. Les gens avaient tendance, si je crée mon entreprise, je vais dans les métiers de demain, ou je m'installe dans les métiers de demain. Réellement, on tourne le dos à des choses basiques pour construire cette ville et tout ça. Ça a donné des résultats comme ça n'a pas été dans des régions ou dans des secteurs. Mais le partenariat public-privé, d'une manière concrète, mettre toujours ce citoyen dans cette question centrale et acteur et non pas spectateur de ce développement des villes, et toujours l'associer à la réflexion. Aller dans des régions où vous avez un tissu économique qui tourne autour de l'agriculture, moi je pense qu'il faut s'adapter et accompagner. Je suis d'accord, j'aime bien le mot accompagnement, non pas uniquement financement, accompagnement de bout en bout ces acteurs économiques pour qu'ils réellement ils se mettent à niveau. À l'innovation, la mondialisation imposera ses règles, il faut se préparer à ça. Et là, il crée sa ville ou sa ville intelligente en étant acteur. En étant acteur, on ne vient pas imposer une solution. Aujourd'hui, l'innovation, ce qui fait le monde aujourd'hui, c'est les gens les plus rapides, ce n'est pas les entreprises, les grosses entreprises, c'est les plus rapides qui mangent les plus gros aujourd'hui. Ce qui fait, ça viendra aussi dans les villes, ça viendra dans les régions, ça viendra dans nos foyers. Il faut être prêt à ça, que ce soit de l'agriculteur au plus gros des industriels et chefs d'entreprise. C'est une question qui est transversale et qui doit être réellement une question centrale, et même des questions, on parle de souveraineté à un certain moment, de ces pays-là et de notre continent qui est l'Afrique, c'est le marché de l'avenir. On voit la croissance aujourd'hui, elle ne se fait pas forcément dans des pays développés. Tous les pays développés aujourd'hui reviennent à l'Afrique. Par contre, soyons dans une réflexion gagnant-gagnant. Il ne faut pas voir l'Afrique comme un marché.
ne faut pas voir l'Afrique pour un marché, pour un produit fini. Il ne faut pas voir l'Afrique pour un fournisseur de matières premières. Il faut créer de la richesse là-bas, être réellement dans une réflexion de partenariat, de gagnant-gagnant. Qu'on construit des choses là-bas qui vont servir ces populations pour demain. Claude, je vous laisse réagir. Mais moi, je vais réagir en vous racontant un peu l'histoire de Semecity et je vais reprendre peut-être un des sujets de Monsieur Parent. Nous, le projet a été annoncé donc en 2016. C'est un projet phare du plan d'action du gouvernement. Et en décembre 2016, on avait le master plan. On était contents. On avait fait appel à une société singapourienne spécialiste des technopoles. C'était très beau. On avait une très belle maquette. Et on a regardé tout ça, on s'est dit, mais d'abord, on va le faire avec quel argent? Pour qui? Sur quel foncier? Et puis, ça va durer combien de temps, cette histoire-là? Parce que ça coûte tellement cher que je ne sais pas qui va venir investir. C'était décembre 2016. Et depuis, il n'y a plus jamais eu une autre maquette ou un master plan de Semecity parce que, comme vous, ça ne se fera pas comme ça. C'est totalement irréaliste, cette façon de concevoir une ville soi-disant durable, intelligente. Ça n'est justement pas intelligent. Et on a regardé les réalités de notre environnement. Finalement, on est à Semepoji, on est cintré entre une zone humide, pour ne pas dire des marécages, un bord de mer avec de l'érosion côtière. En saison des pluies, vous avez de l'eau jusqu'aux genoux. Les populations vivent comme ça. C'était une zone qui était une forêt classée de 1000 hectares. Il n'en reste même pas 20. Quand on a démarré le projet, on avait le double. Les gens coupent le bois, il faut comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'ils en font. Et c'est les réalités de notre environnement. Alors, le très beau master plan qu'on avait, il ne regardait pas tout ça. Et on est en train aujourd'hui de regarder des solutions qui sont totalement adaptées à notre environnement africain. Il y a de l'eau. Pourquoi faire des canalisations profondes? Il faut faire des coulées bleues. Il faut que l'eau s'écoule des zones humides jusqu'à la mer. C'est ça, c'est des solutions qui sont concrètes. Il y a de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait autour d'un point d'eau? On fait de l'agriculture urbaine, on crée de l'emploi. Il faut penser à de quoi avons-nous besoin en termes de végétalisation? Qu'est-ce qu'on va faire sur la façade des immeubles? Quelle sera l'orientation des immeubles? Avec quels matériaux de construction on va construire? Est-ce qu'on peut monter des industries locales autour de ça, autour des isolants qui sont faits avec de la jacinthe d'eau? Voilà tout ce sur quoi on est en train de réfléchir et qui va justement alimenter un nouveau modèle urbain qui n'existe pas parce qu'on a regardé, il n'y avait pas d'exemple. Et on est en train de parler d'une cité de l'innovation et du savoir. Mais à quoi bon rassembler des chercheurs, des start-upers, si on ne leur fait pas travailler justement sur cette cité-là, qu'on ne leur donne pas un terrain d'expérimentation? Parce que le problème des startups innovantes qui n'ont chez nous malheureusement pas beaucoup accès à la commande publique, c'est que la première chose qu'on leur demande, c'est qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous pouvez nous prouver que vous avez travaillé sur des gros projets Mais jamais ils n'ont ça. Si on ne leur donne pas une chance de démontrer ce qu'ils peuvent faire et de se tromper, d'améliorer. Et nous, c'est vraiment dans cette approche-là qu'on est en se disant il faut que ce soit culturellement, ça ait un sens, ce qu'on est en train de faire. Il faut qu'on donne la chance à des talents locaux de pouvoir se développer, de pouvoir monter une entreprise derrière. Il faut les accompagner dans ce prototypage, mais pas que, parce que le plus important aussi, c'est le passage à échelle. Et c'est là où on a des partenaires, justement, comme la Société Générale, qui peuvent aider, accompagner, renforcer les compétences de nos entrepreneurs pour pouvoir le faire. Et surtout, je pense que ce qui est très important, et moi je salue, il y a eu un start-upper ce matin qui était, je pense, Roukan Djabo, c'est ça, qui a parlé d'identifier des solutions qui peuvent servir à un plus grand nombre. Parce que si vous faites les analyses de marché assez conservatrices, on va vous dire non, ils sont trop pauvres, ils ne pourront pas acheter, non, ils ne comprennent pas, ils ne sont pas assez éduqués. Mais c'est justement là qu'il y a une opportunité parce qu'on crée un nouveau marché. Et c'est là qu'on peut faire un passage à échelle et un sens, justement, où on peut transformer la vie d'un grand nombre de personnes. Pour nous, il est hors de question que cette cité de l'innovation se plante au milieu d'un environnement et que les gens regardent de loin en disant qu'est-ce qu'ils sont en train de faire derrière ces murs. Ça n'aurait aucun sens.
Alors, il y a en effet des paroles fortes dans ce débat. Ce que je comprends en fait, c'est que ça change tout au management également de l'urbanisation. C'est-à-dire comment, Claude, Hugues, comment on manage aujourd'hui une ville nouvelle? Il y a un laboratoire, on a compris, il y a de l'expérimentation, il y a de nouveaux acteurs, des startups, des gens qu'on ne voyait pas il y a même quelques années de ça. Le rôle des architectes, quel est-il aujourd'hui? Le rôle des urbanistes, quel est-il aujourd'hui? Et comment on manage finalement toute tout ce melting pot, cette intelligence collective? Alors, moi, on m'a présenté comme CEO de Semecity, mais je suis juste une intrapreneuse du secteur public. On est venu pour bousculer les choses au niveau même du rôle de l'État dans un processus pareil. Alors, l'agence de Semecity, on a des urbanistes, on a des architectes avec lesquels on travaille. On a aussi, je pense, ce qui est très important, c'est qu'il faut qu'on comprenne que tout seul, on n'y arrive pas. Et qu'il faut une pluridisciplinarité, il faut que chacun arrive et comprenne qu'il a sa contribution à faire. Et moi, les start-upers qui viennent, et c'est un appel justement que je vous lance, ne venez pas seuls. Parce que quand vous venez et que vous vous accrochez à votre solution en disant non, on va me la voler, non, je ne veux pas partager, non, je viens tout seul parce que j'ai peur que le voisin prenne mon idée et aille la faire ailleurs, le voisin la prendra, votre idée. Si vous n'avez pas réfléchi à la prochaine étape de votre idée, elle va vous être volée de toute façon. Il faut venir avec une approche qui est complètement différente, où on est ouvert. Et ça, c'est comme ça qu'on gagne. Et nous, on forme autant les entrepreneurs à ce mindset-là qu'à travailler sur leurs projets. Parce que de toute façon, on sait que c'est complexe ce qu'on a à faire et que beaucoup de projets n'arriveront pas à être réalisés de la façon dont ils ont été conçus. Donc, il faut concevoir à plusieurs. Et secteur public, secteur privé, acteurs académiques, acteurs du monde des startups qui viennent bousculer un peu les choses. Les chercheurs qui sortent justement de leur tour d'ivoire et de leurs thèses qui ne sont jamais mises en application pour commencer à travailler. C'est le chercheur du X-Tech Lab, donc notre laboratoire de rayon X, qui travaille avec le maçon, qui travaille avec l'architecte, qui travaille avec le marketeur, parce qu'au Bénin, les gens n'aiment pas habiter dans des maisons en briques de terre, ils préfèrent habiter dans du béton. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut colorer peut-être la brique de terre, j'en sais rien. Mais c'est un effort collectif. Et tant qu'on n'arrive pas à travailler comme ça, on n'y arrivera jamais. Aujourd'hui, il faut sortir des schémas de l'État fait ça, l'entrepreneur fait ci. C'est plus vrai. Mais ce que tu dis est tellement caractéristique de ce qu'est l'innovation. C'est ce qu'on appelle l'open innovation et tout, la création de partenariats. Et nous, à la Société Générale et tout, dans justement l'accompagnement des startups door to door, on se dit qu'on a notre dispositif en propre qu'on a construit pour les accompagner, d'accord? Donc on a nos labs, on a nos digital factories, on a nos data labs, etc. Puis il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire en termes de financement. Je regarde par exemple Bondinov, on travaille avec eux sur les prêts d'honneur, on travaille avec eux, on est d'ailleurs et tout administrateur chez Bondinov. Donc on travaille et tout, avoir une espèce de labellisation des incubateurs. Comme tu le dis, si on vit en économie fermée et en protection, on se limite effectivement à l'expertise des autres. Donc voilà. Donc parfois on me demande, mais vous êtes les concurrents d'Orange? Je dis, on n'est pas du tout concurrents, Orange et moi. Je veux dire, il y a tellement à faire sur les sujets d'inclusion qu'on travaille ensemble. Donc nous ne sommes pas concurrents. Donc ça, je pense que c'est toute une nouvelle culture également de l'INO. Peut-être rajouter, pas rajouter, parce que je suis complètement d'accord sur les idées et on se rejoint, que ça soit fait au Bénin, au Côte d'Ivoire. On voit que la question qui lie l'être humain, le citoyen, c'est une question qui revient sur son confort, ses défis de demain, son inclusivité et non pas exclusivité. Mais d'une manière, nous, ce qu'on fait au sein du Forum des chefs d'entreprise, juste pour rappel, c'est le patronat algérien qui regroupe
qui représente l'ensemble des filières d'activité en Algérie, qui présente dans l'ensemble des départements algériens et qui représente le plus, je dirais, l'entreprise ou l'acteur économique. Nous, on a mis cette question qui est transversale, à savoir le chef d'entreprise, le créateur de richesse, qu'il soit jeune, qu'il soit start-up, qu'il soit senior, pour nous, c'est un acteur économique, point. Ce qui fait, on doit bien entendu avoir des réponses concrètes et l'adaptation, c'est un mot-clé. L'acteur économique qui fait de l'agriculture dans le sud algérien n'est pas le même qui fait de l'agriculture dans le nord. Celui qui fait dans une région du sud n'est pas la même qui fait dans des régions montagneuses, et ainsi de suite. Mais ça, c'est des questions qui sont devenues questions centrales. On a créé des commissions qui accompagnent ces acteurs économiques, commissions jeunes entrepreneurs, agriculteurs, femmes chefs d'entreprise, recherche et développement, et on fait énormément de travail aujourd'hui avec l'université. Nous avons cette chance d'avoir 2 millions d'étudiants en Algérie. Vous imaginez 2 millions d'étudiants, on a en 2030, 50% de notre population sera en âge de travail. Si on ne se prépare pas à ça, et quand je dis ça, c'est de créer cet écosystème, cette ville de demain qui va, bien sûr, absorber ces gens-là et créer de la richesse chez nous. Ne pas penser à la créer ailleurs. Ça, c'est des défis qui nous parlent et surtout, on est comptable, je dirais, de notre action à l'avenir. Merci. Hugues. Hugues Parent, moi, ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est que finalement, on ne construit pas un pouvoir d'achat avec ces villes nouvelles, mais finalement un pouvoir de sérénité. Comprendre la ville, c'est aller dans les... Oui, alors, bon, là, on arrive dans des niveaux philosophiques. Je vais essayer de retomber sur la réalité. On est dans une réunion de start-upers, ils sont tous dans la tech. Et donc, mon message liminaire, c'était de dire, non seulement vous avez votre place dans la construction de la ville de demain, mais c'est grâce à vous que ce qui va arriver ne représentera pas un chaos dommageable pour tout le monde. Donc, c'est passe par là. Mon message, c'était de vous dire, orientez-vous vers la fabrication de la ville. Après, les méthodes, effectivement, des solutions, il faut des points d'appui. Les aménageurs en sont, parce qu'ils ont la chance de pouvoir avoir l'ensemble du panorama. Donc, vous faites partie de ce panorama. Et deuxièmement, des points d'appui qui sont des regroupements pour trouver des solutions à plusieurs, là où chacun n'a pas à faire la compétition pour savoir comment on va porter les colis demain, puisque de toute façon, le commerce se fera comme ça. Ce qui est assez saisissant, c'est que finalement, Madame Borna, je ne vous connaissais pas. Donc, déjà, je vais faire une proposition très honnête. Hein. Ça consiste à mettre nos structures en relation beaucoup plus avancées, pour une raison simple, c'est que vous dites exactement, vous, avec des mots différents, une expérience différente, la même chose que ce que j'ai dit au début. C'est-à-dire contextualiser, on est à Marseille, ou on est au Bénin, ou, voilà. Deuxièmement, les recettes, ce sont les mêmes que les nôtres. Donc la première chose qui n'existe pas, c'est déjà de faire en sorte que le dialogue entre, pourquoi pas France-Afrique ou pourquoi pas Europe-Afrique, se fasse sous forme de mise en réseau de gens qui pensent la même chose de l'aménagement des villes à venir. Premier point. Ça n'existe pas, je le dis à Samir, il peut tout de suite organiser un nouveau colloque sur le sujet et il aura du monde. Et on verra que finalement cette idée que vous avez exposée, que j'avais exposée au début, elle est très partagée. Deuxièmement, je pense qu'il n'y a pas, c'est une question que Paul Molga m'a posée tout à l'heure, il n'y a pas de modèle. Nous avons le plus gros projet de restructuration urbaine du sud de l'Europe. En rien, on ne représente un modèle. Mais par contre, ce pourquoi on se bat, c'est qu'en rien non plus, on peut se laisser imposer, même par le gouvernement français, que je représente d'une certaine manière, puisque je suis fonctionnaire de l'État, le gouvernement comprend qu'on ne peut pas faire la même chose à Bordeaux, à Lille et à Marseille. Et que l'utilisation, je le répète, des éléments naturels, l'utilisation ou la conception même d'une sociologie qui n'a rien à voir, parce que Marseille, c'est quand même 2600 ans d'immigration, ça se traite de façon autonome. Donc je pense que nous partageons les mêmes idées, nous ne pouvons pas servir de modèle aux uns aux autres, mais en revanche, il y a des gens qui sont un peu plus avancés dans ce qu'on appelle l'époque, c'est-à-dire la preuve par le concept. Il se trouve que nous sommes en train de mettre en œuvre le concept sous forme de démonstrateur, là où peut-être chez vous, vous en faites d'autres. Exemple, on nous a enjoint de faire de la construction bois, nationalement. Très bien, parfait, sauf qu'il n'y a jamais eu de bois en Méditerranée pour construire les maisons. Donc on a dit, OK, on intègre le bois avec du béton, mais surtout on va développer une filière qui vous est familière, c'est la terre crue. Et donc on redécouvre la terre crue
adapté sans doute à des milieux qui subissent la chaleur, le vent, la pluie, entre nous soit dit, un peu comme la terre crue a toujours existé en Afrique. Bon. Donc ça veut dire que les échanges que nous pouvons avoir sur les concepts que nous mettons en œuvre dans tel et tel territoire vont vous servir, je l'espère, c'est pour ça que je souhaite cette mise en réseau avec des aménageurs ou ce qui en tient lieu en Afrique, tout ce que vous avez décrit, c'est exactement ce que je fais. Mais deuxièmement, faire en sorte que nous nous inspirions de ce que vous faites aussi. Encore une fois, sur des modes d'habitat et surtout sur des modes de socialisation qui, objectivement, ont été complètement ratés en France dans ce qu'on a fait dans les villes nouvelles dans les années 60. Et bien ça, je pense que l'Afrique a une longueur d'avance. C'est pour ça que nous nous identifions comme modèle méditerranéen au sens où nous nous inspirons de valeurs qui sont plutôt celles de l'autre côté de la Méditerranée, puisque notre population en vient aussi. Même quand elle est française depuis 3 générations, il y a une habitude d'intergénération, il y a une habitude de discussion, de palabres, même il y a une habitude de travail sur le politique qui existe de moins en moins dans les pays qui sont influencés par Netflix au quotidien pendant 10 heures par jour, et qui encore existe. Or, à Marseille, on ne peut pas construire quelque chose de différent de ce que vous faites au Bénin. Donc, c'est ça le sens de notre combat pour faire qu'Euromed soit perçu comme un élément de preuve, et nous allons nous inspirer des autres éléments de preuve que vous représentez. Merci beaucoup. Soit vous vouliez réagir? Je voulais juste rajouter à tout ce qui a été dit, que je partage complètement, une dimension qui me semble importante, c'est la question par rapport à votre question initiale, qui est comment on gère ces villes durables, la question de la résilience et de l'adaptation aux effets du changement climatique. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de critique. Aujourd'hui, en Europe ou ailleurs, on sait que le changement climatique a comme effet des événements climatiques extrêmes. Se pose la question des zones côtières, se pose la question dans les villes, de l'habitabilité des villes face à ces événements climatiques extrêmes. Aujourd'hui, en Europe, il est question de déconstruire pour mieux construire. On est en train les modèles urbains changent complètement. Là où avant, les zones en front de mer, etc., étaient très cotées, maintenant, c'est en train d'être revu. En Afrique, on a la chance de pas d'être dans beaucoup de sites, dans beaucoup de cas de figure, en train de construire, en train de s'urbaniser. Et ce que je ne vois pas assez, c'est pour ça que je voulais insister sur cette dimension, je ne vois pas encore suffisamment présent dans les réflexions sur l'aménagement cette question de la résilience. Je vois encore malheureusement trop souvent des réflexions sur l'extension d'un port, alors que quand on regarde les modélisations, on se rend compte que dans 20 ans, ce port, il va être submergé. Donc ça, c'est vraiment une question. Et là, la tech, les acteurs de la tech, les startups, ont vraiment un rôle clé à jouer parce que c'est avec leurs solutions innovantes, avec leur agilité, ils sont souvent en avance de phase qui pourront justement impulser cette prise en compte de la résilience et de l'adaptation aux effets du changement climatique. Merci. Il n'y a pas que le changement climatique. Il y a simplement le changement de la société. Je reprends la bagnole. Bon, ça envahit les pays africains, mais c'est un problème en France. Il y a 15 jours, nous avons pris la décision en Méditerranée, on avait 7 bâtiments qui étaient en lancement de permis de construire, d'arrêter les parkings souterrains. Ça fait des années qu'on enterre en disant c'est plus joli comme ça on ne voit pas la voiture. Oui, mais on pense que la voiture c'est fini. Donc on est déjà, nous, aménageurs, dans l'idée que puisque nous produisons la ville pendant 10 ans et que si on va au rythme où ça a été déjà depuis 3 ans, il n'y aura bientôt plus, dans les cœurs de ville en tout cas, il n'y aura bientôt plus de véhicules, il n'y aura plus que des circulations douces ou électriques. Pourquoi il ne faut pas faire des parkings souterrains? Tout simplement parce que si jamais vous avez moins de voitures, vous ne pouvez pas restructurer un parking souterrain alors que vous pouvez parfaitement faire des plateaux qui prévoient la transformation de ces plateaux de parking en plateaux d'autre chose. Bon, c'est pas seulement le réchauffement climatique qui engage des tas de choses, c'est le changement rapide d'un monde qui passe d'un modèle qui était celui de la société industrielle à un modèle qui est celui de la société post-industrielle. Et ça ne peut pas se faire, encore une fois, je reviens sur la Smart City, sans le Smart Thinking et le Smart Doing. Et ça embarque énormément d'acteurs que vous êtes ici dans l'innovation. On peut l'applaudir aussi pour cette réflexion. Mesdames, messieurs, merci pour ce tour d'horizon très très complet de ce qu'est la ville durable et de ce que promet la ville durable. Peut-être encore quelques minutes. Samir, tu nous autorises pour deux questions peut-être dans la salle s'il y en a? Allez, 3 questions.
On peut passer un micro? Une, deux. Bonjour, je m'appelle Diagan Almami. J'ai une start-up. On a développé une solution pour la question des déchets, c'est-à-dire Smart Waste Management. J'ai une question pour M. Hugues Parent et Mme Claude Borna. Comment est-ce que je peux faire pour intégrer CMS City ou Aeromed pour, bien sûr... Voilà une question très ma concrète. solution. Donc, des téléphones peut-être à partager? Oui, moi j'ai une réponse très concrète. On se parle dans 5 minutes Voilà. et on voit si votre solution... Nous, on n'a qu'un seul critère. Si vous avez une solution qui, bien sûr, répond à un modèle d'affaires, peut se déployer rapidement, il faut que vous veniez la faire au Bénin. Votre nationalité, etc., nous importe peu. Mais il faut que cette solution soit mise en place, en tout cas son prototype soit fait au Bénin et qu'on puisse en mesurer les impacts au Bénin. Ensuite, vous pouvez aller déployer. Alors, je ne sais même, vous êtes d'où? De la Mauritanie. Vous pouvez aller déployer en Mauritanie, vous pouvez déployer ailleurs, et à Marseille, mais il peut-être. faut que ce soit au Bénin. Et à Marseille peut-être. Et à Marseille ou Non, ailleurs. justement. Non. Je pense que la réponse de Mme Borna est la seule bonne. En réalité, nous n'avons fait... Alors, comment accéder à nous? On a lancé Made Innovant Africa. Ça veut dire qu'on détecte des solutions. Ces solutions, on les détecte pour faire en sorte que celui qui porte cette solution puisse être, j'appelais ça, acculturé par nous, c'est-à-dire que nous puissions lui apporter de quoi comprendre la place qu'il peut prendre dans la construction de la ville avant d'aller voir Mme Borna, parce que c'est ça qu'il faut... Nous, notre service qu'on peut vous apporter, c'est... On a déjà développé un concept... On a développé un concept ou on essaye de développer un concept sur l'élimination des déchets. Venez voir comment on fait avant que vous partiez les implanter. Mais nous ne faisons ça que pour une chose, c'est pour accompagner des gens de la tech qui travailleraient sur les services rendus à la ville en Afrique. L'objectif de tout ça, c'est de faire que la valeur soit créée en Afrique et qu'elle reste en Afrique. Et si vous regardez bien les choses dans la construction de la ville, les grands constructeurs, ils sont chinois, turcs, européens, souvent. Les grands, les architectes, ils sont très souvent des mêmes nationalités. Bon, toute la chaîne, en fait, elle n'est pas africaine. Il y a un truc qui est africain. C'est parce que vous êtes tous très jeunes et que vous êtes tous très entreprenants. C'est ce que vous représentez. Cette partie-là, si vous commencez à la mettre en Europe, très sincèrement, qu'est-ce qui restera aux Africains? Donc il faut la mettre en Afrique. Et tout est fait pour que vous alliez vers là-bas. Si on peut vous aider et vous accompagner pour le faire, c'est à ça que servent nos concours. Et puis toutes les solutions qu'on trouvera ensemble, peut-être, pour avoir des relations entre les aménageurs. Donc concrètement, vous parlez à M. Parent et vous venez me voir 5 minutes après. Une autre question? Oui, bonjour, merci pour toutes ces présentations magnifiques. Ronald Parat de Messibat International. Nous sommes basés au Cameroun. Et justement, Madame Borna, dans la terre crue. Et maintenant, on a, je résume la situation, 2 contrats signés dans 2 autres pays en Afrique et nous voulons les réaliser. Mais évidemment, comme tout le monde ici, c'est très difficile d'obtenir du financement. Donc on aimerait vraiment obtenir et savoir de vous-même et de tous les participants ici quels sont vraiment les moyens concrets pour arriver à obtenir ces crédits pour nous permettre d'exécuter ces contrats. Puisque c'est toujours la même chose, c'est le début qui est le plus difficile. Donc il nous faut produire localement, donc il faut faire amener par exemple une grande installation pour produire des briques de terre stabilisées sur place localement en utilisant la main-d'œuvre locale, en créant un transfert de know-how, en utilisant justement la population locale qui va créer des jobs, des postes d'emploi, des emplois. Donc c'est très intéressant pour toute l'économie. Et ça, on le fait justement aussi nous, notre entreprise Messibat, dans le cadre d'un écoquartier, d'écoquartiers qui regroupe ces maisons qu'on veut construire. Donc, par exemple, 1000 unités dans un pays, 1000 dans l'autre. On doit faire d'abord des maisons pilotes, des prototypes, 10 ou 20 de différentes grandeurs. Donc, et pour ça, pour commencer, il nous faut de l'argent. C'est très concret. Donc, voilà ma question. Parce que, voilà, les forums, c'est toujours, bien sûr, très intéressant et enrichissant au niveau de l'échange de cartes de visite, de réseau, de mise en réseau, comme l'a dit M. Parent tout à l'heure. Donc tout ça, bien sûr, c'est du positif, mais après, il faut justement le concret. Et on ressort souvent, quand on était aussi à Paris, à Ambition Africa,
On ressort souvent, après, les gens vous disent oui, on échange, rien ne se passe, et après, le concret, en fait, ne sort jamais. Et on reste un peu immobilisé, on ne peut pas avancer. Voilà. Alors, Merci où trouver beaucoup. l'argent? Claude, votre agenda se remplit. Est-ce que c'est où trouver l'argent ou où trouver le marché? Parce que c'est deux choses différentes. Nous, justement, on est en train... Oui, mais voilà, mais nous, avant de faire le marché, je vous ai raconté comment on avait notre master plan qu'on a mis dans les tiroirs parce que ce n'était pas adapté. Donc aujourd'hui, on va relancer des appels d'offres sur justement un cahier des charges qui est complètement différent et auquel vous pourrez répondre. Ça, c'est où trouver le marché. Maintenant, où vous aidez, vous, pour le financement, pour pouvoir répondre à ce marché-là, je pense que la Société Générale, des acteurs de ce type-là, peuvent vous aider une fois que tous les éléments sont en place. Les acteurs classiques du financement. On prend une dernière question. Bonjour, Mehdi Amar Ayesh, président de la start-up Koufa. On se définit comme une start-up pan-africaine installée à Alger. On a commencé à travailler sur la thématique de l'optimisation du transport urbain de marchandises qui pèse beaucoup sur le pouvoir d'achat des Africains. Le projet a été pensé pour le marché algérien et grâce à la rencontre avec les équipes de Société Générale, j'ai l'avantage d'avoir de très bons amis, l'un à côté de l'autre, Samy et Valérie. Pour apporter juste ce témoignage que le gros des problématiques sont communes et effectivement, il y a beaucoup de choses à faire en termes de relations sud-sud. Et j'avais retenu par rapport à la manière de présenter Société Générale à l'époque, où vous nous expliquiez que ce n'était pas une banque française en Afrique, mais une banque africaine à capitaux français. Donc oui, bien sûr, les capitaux sont bienvenus. Par contre, la sève, effectivement, elle doit rester en Afrique. Voilà. Merci. Merci de cette intervention. Merci à tous, merci à toutes, mesdames, messieurs. Merci encore. Et Paul. Et je vous souhaite une excellente après-midi. Paul, c'est moi, ici. Non, j'avais levé le doigt le premier, quand même. C'est quand même insupportable. Alors, Paul... Samir, excusez-moi, écoute. c'est le maître du temps. Une dernière question. Voilà. Paul, il y a 25 ans, 30 ans, tu m'as croisé. Il était jeune journaliste. Je ne sais pas si tu te rappelles de moi. Bah oui, bien sûr, Alors, Marc. J'ai aidé à importer la technologie du semi-conducteur dans la région. Marc Lassus. Et vous avez mesdames, été messieurs. mes clients, ceux qui ont plus de 20 ans ont été mes clients. Vous avez acheté des cartes SIM pour le téléphone portable, le smartphone. Les premières cartes voilà. téléphone. Alors, je me suis recyclé comme les déchets. Depuis 10 ans, je me suis recyclé complètement. Donc, j'ai quand même continué avec des semi-conducteurs, c'est-à-dire les LED. Vous connaissez les LED, Light Emitting Diodes, pour éclairer, les cellules solaires. Et plus récemment, M. Parent en a parlé ce matin, les IoT, les objets connectés. Un mot clé a été prononcé ce matin par Mme Patricia Ricard, c'est l'approche pluridisciplinaire. C'est fondamental. Et c'est une richesse pour vous. Ça touche tous les domaines. Alors je vais arrêter parce que j'ai une liste incroyable. Vous allez démarrer avec une page blanche. M. Parent, lui, il a des enjeux beaucoup plus compliqués. Il faut partir de structures qui existent. Vous n'avez pas de problème de foncier. Vous allez pouvoir démarrer à partir de rien. Même au Bénin, même s'il y a de la flotte, ce n'est pas un problème. Mais, par exemple, si j'ai un conseil à vous donner, vous les jeunes, au lieu d'oublier le béton, on parle de la terre crue, mais pensez à l'impression 3D. On peut faire des constructions aujourd'hui qui coûteront entre 5 et 10 fois moins cher, en automatique, à une vitesse incroyable. C'est juste une suggestion. Mais si vous voulez me voir, je vous apporterai beaucoup d'idées. Je suis très impliqué dans plusieurs pays africains dès aujourd'hui, grâce au départ à l'éclairage avec les LED, grâce à l'énergie, grâce à l'eau. Et bon courage et bravo. Et on va faire un sacré boulot ensemble. Merci. Oui, Samir, je sais, on termine. Je voudrais simplement dire, je ne suis pas sûr que M. Lassus, ça peut être le grand-père pour tout le monde, mais vous ne le connaissez pas forcément. C'est quand même lui qui a inventé la carte à puce, mondialement. Hein. C'est lui qui a créé J'aime plus. Non, parce que quand il vous parle des LED, et quand il vous... Madame Borna, quand il vous dit l'eau, ce n'est pas un problème, je vous assure que ce n'est pas un problème pour lui, en tout cas. Voilà. Donc, M. Lassus, je suis ravi que vous soyez là.
et un vrai modèle que je vous invite, et il vous invite à venir le voir. Donc start-upers, start-upeuses, profitez vraiment de ce moment inspirant que vous pouvez avoir avec ce grand bonhomme de la tech et ce grand bonhomme de l'entrepreneuriat.